Je vais certainement, dans un premier temps, élargir le propos, parce qu'avant de parler de la franc-maçonnerie et du Maghreb, je voudrais vous parler de l'histoire de la franc-maçonnerie dans le bassin méditerranéen d'une manière générale. Quand on étudie cette question, l'histoire de la franc-maçonnerie dans le bassin méditerranéen, elle montre que la franc-maçonnerie a souvent accompagné l'expansion coloniale et la pratique de ce qu'on appelait alors le protectorat, tel qu'ont pu le pratiquer l'Angleterre et la France au XIXe siècle et dans les premières années du XXe siècle jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans les pays, en particulier pour les pays musulmans, parce que je travaille en ce moment plutôt sur les rapports de la maçonnerie avec l'islam. Et je me suis rendu compte que dans les pays musulmans, l'histoire de la maçonnerie a été rythmée dans les dernières décennies, dans les décennies qui nous précèdent très directement, par les bouleversements politiques nationaux qui ont eu lieu dans ces pays, et bien sûr, vous vous en doutez, par la création de l'État d'Israël à la fin des années 40. Alors, quand on étudie l'histoire dans le bassin de la franc-maçonnerie dans le bassin méditerranéen, il faut globalement distinguer deux moments. Le temps des colonies et celui des indépendances. Avec une question qu'il est nécessaire de prendre en compte, est-ce que la maçonnerie, c'est une question dont on pourra débattre tout à l'heure si vous voulez, est-ce que la maçonnerie ne se serait révélée dans plusieurs de ces pays du pourtour du bassin méditerranéen, en particulier les pays où règne l'islam, n'être qu'un produit d'exportation de l'Occident? Et vous savez qu'elle en est accusée d'être porteur de la culture judéo-chrétienne. Alors, dans le sillage des puissances coloniales, dès le XVIIIe siècle, c'est assez vieux, mais je crois que Roger en parlera aussi tout à l'heure, dès le XVIIIe siècle, des négociants, des diplomates, des ingénieurs, des techniciens anglais, en particulier, arpentèrent l'Europe entière et bien entendu le pourtour du bassin méditerranéen. Nombre d'entre eux étaient francs-maçons, porteurs donc des valeurs de la maçonnerie et de sa sociabilité originale. C'est donc à l'initiative des ressortissants des îles britanniques que se constituèrent rapidement une quarantaine de loges. On a du mal à avoir un chiffre précis, donc c'est pour ça que je reste vague, dans de nombreux pays du bassin méditerranéen. Par exemple, à l'intérieur de l'Empire ottoman, des loges anglaises, on trouve trace de loges anglaises à Smyrne, Izmir si vous voulez, à Alep, dès 1738, c'est-à-dire très tôt dans l'histoire de la maçonnerie. Il y en eut d'autres en Turquie même. La loge Saint-Jean d'Écosse de Marseille avait également essaimé à Istanbul en 1768, un peu plus tard à Salonique, jusqu'en 1913, où elle disparaît, et à Smyrne, bien sûr. Combien de loges ont-elles vu le jour dans le monde musulman avant 1800? Je n'en sais rien. Il est absolument impossible de les dénombrer parce que beaucoup d'archives ont disparu. Certaines, vous vous en doutez, n'eurent qu'une existence éphémère au gré de la personnalité de tel ambassadeur, de tel ou tel ambassadeur ou de tel ou tel consul britannique. De même, à la fin du siècle, je parle donc du XVIIIe siècle, l'expédition d'Égypte, que nous connaissons tous, donc je n'insisterai pas, a été un élément déclencheur de la présence maçonnique en Égypte. Une loge vit même le jour en 1798, mais l'élan décisif se situa plutôt en 1801-1802. Au XIXe siècle, et ça c'est un peu mon objet de recherche, mon sujet de recherche, la conquête de l'Algérie a permis l'introduction rapide de la maçonnerie dès les lendemains de la conquête qui s'est faite. Alors vous savez que les troupes françaises débarquent à Sidi Ferruche, à côté d'Alger, le 14 juin 1830. Dans cette armée, il y avait, comme c'était le cas, on n'est pas très loin de la fin de l'Empire, hein.
Or, vous savez aussi bien que moi que dans les armées impériales, dans les régiments qui composaient ces armées impériales, il y avait de nombreuses loges maçonniques qui d'ailleurs ont servi à l'extension de la maçonnerie, ont œuvré à l'extension de la maçonnerie en Europe. Eh bien, c'était comme une survivance de cela. Dans cette armée qui débarque, enfin dans ce corps expéditionnaire qui débarque à Sidi Ferruch en juin 1830, il y a une loge, la loge Cyrnus, qui a été formée 10 ans plus tôt au 10e régiment d'infanterie légère. Et cette loge ne va pas être déterminante pour la création de la maçonnerie en Algérie, mais elle va donner quand même, au travers d'un certain nombre de ses officiers, les cadres nécessaires pour créer la première loge à Alger, qui s'appellera Bélisaire. Je reviendrai et je terminerai là-dessus, d'ailleurs vous verrez tout à l'heure, car le 16 février 1832, 14 officiers francs-maçons, appartenant à diverses loges de métropole et aussi à la loge Cyrnus, ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont affirmé leur détermination à prendre possession. Alors voilà le texte que j'ai trouvé, parce qu'il est assez daté, si vous voulez, il faut le saisir dans le contexte de l'époque. Ils se disent prendre possession de la terre barbaresque au nom de la civilisation, de la tolérance et du progrès. Je les cite. Voilà. Dans la foulée, ils créèrent la première loge, Bélisaire, qui a été le premier atelier constitué en Algérie, et qui sera la loge mère de toutes les loges qui vont se créer en Algérie. Très rapidement, cette loge est affiliée au GODF. Le Grand Orient de France est très heureux de ce mouvement. Et cette loge Bélisaire, qui est constituée de militaires au départ, va rapidement intégrer des civils, si bien que 2 ans plus tard, en 1834, Bélisaire comptait 73 frères, dont 45% de militaires seulement et 25% de commerçants, les autres étant dans des professions diverses. La maçonnerie, je ne vais pas m'étendre là-dessus, si vous voulez, parce que et ça ferait l'objet de tout un séminaire. La maçonnerie en Algérie va se développer, des loges vont se créer un peu de partout, puis quand ça sera le cas pour le protectorat de Tunisie, ils vont se créer aussi en Tunisie, d'abord à Tunis, vous en doutez, mais ensuite à Sousse, à Sfax, etc. Et à la veille de la guerre 14-18, sur l'ensemble des 3 pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, puisque le Maroc était passé sous protectorat français également, il y avait 36 loges, dont 26 appartenaient au Grand Orient de France. Et il y avait bien sûr des loges du DH et de la Grande Loge de France. Cette franc-maçonnerie qui a beaucoup travaillé, moi j'ai trouvé dans les archives que j'ai pu consulter, j'ai été étonné par la qualité des travaux de cette maçonnerie. Cette franc-maçonnerie qui va se développer, qui va continuer à se développer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, va ensuite être prise par les bouleversements de l'histoire, ballottée par les bouleversements de l'histoire. Peut-être, c'est un petit peu le souci que j'ai quand j'étudie son histoire, c'est qu'elle n'a peut-être pas suffisamment prise en compte, alors qu'elle s'est intéressée aux problèmes sociaux profonds de l'Algérie. Je pense au sort des femmes algériennes, je pense à la pauvreté des masses algériennes. Il y a eu des travaux remarquables là-dessus que j'ai retrouvés. Elle ne s'est pas peut-être suffisamment intéressée, j'allais dire inquiétée, c'est faux, mais elle ne s'est pas suffisamment branchée sur la montée du mouvement nationaliste, qui naît en 1926 en Algérie et qui ne va faire que se développer. Si bien qu'en 1954, au moment où éclate ce qu'il était convenu d'appeler à cette époque les événements d'Algérie, qu'on appelle depuis la guerre d'Algérie, les difficultés sont nombreuses. Vous vous rendez compte qu'il y a désarroi au fur et à mesure que les événements deviennent de plus en plus tragiques. Il y a vraiment un désarroi qui s'empare des frères dans ces différentes loges. Vous avez, je ne sais pas dans quelle salle exactement, puisque vous savez qu'en 1962, c'est le grand départ des Français d'Algérie. Presque 1 million de Français d'Algérie quittent l'Algérie, et parmi eux, pratiquement tous les francs-maçons, de très nombreux francs-maçons en tout cas, qui faisaient vivre ces loges.
vous avez quelque part ici la bannière de la loge de Tlemcen que nous avons retrouvée chez les indépendants de Montrégeau. Et c'est un frère de Tlemcen qui est parti en 1962 en portant certains documents de cette loge et cette bannière. Il est venu s'établir à Montrégeau. Et puis il est mort. Et puis ceux qui l'ont connu sont morts. Et il y a quelque temps, la loge de Montrégeau m'a dit « On a cette bannière de Tlemcen, mais on ne sait pas ce qu'était cette loge. Est-ce que tu peux venir nous raconter son histoire ?» Et j'étais heureux de pouvoir raconter cette histoire parce que c'est une loge qui a eu presque un siècle d'existence et qui a été extrêmement active. Simplement, ce que je voudrais dire, et j'en finirai avec ce rapide aperçu sur l'Algérie, ce que je voudrais dire, c'est que toutes les loges n'ont pas disparu en 1962. La plupart ont fermé leurs portes, mais 7 loges ont continué d'exister. D'une part, grâce aux francs-maçons qui étaient restés, d'autre part, avec l'apport des coopérants. Beaucoup de coopérants étaient francs-maçons et ont fait vivre certaines loges jusqu'au début des années 70, puisqu'en 1972, le gouvernement Boumedienne a sorti un décret interdisant sur le territoire algérien toute association philosophique non islamique. Dès lors, c'en était fini de la franc-maçonnerie. La dernière loge, qui est la loge de Beaune, à Naba aujourd'hui, ferme ses portes quelques mois plus tard, et c'est terminé, elle éteint ses feux, et c'est terminé. D'une maçonnerie qui a été active, puissante et diversifiée sur l'ensemble du territoire, et qui n'a pas résisté aux fluctuations de cette même histoire. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le décret Boumedienne est toujours en vigueur, et que qu'il n'est pas possible de constituer une loge en Algérie actuellement. C'est le cas, effectivement, aussi, vous vous en doutez, en Tunisie. Si vous avez des questions sur tout ça, après, bien évidemment, j'interviendrai largement. Alors, pour parler d'autres pays, pour la suite, et tu me diras, hein, Ludovic, quand est-ce que je dois arrêter? Moi, 20. Ouais. Par la suite, donc, les pays je reviens à l'ensemble du bassin méditerranéen, les pays de protectorat comme l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Tunisie, le Maroc, ont formé, dès le début du XIXe siècle, un champ d'action privilégié des grandes loges britanniques, ainsi que des Grands Orients de France et d'Italie. L'Égypte, par exemple, a été un kaléidoscope de la maçonnerie européenne. Il y avait en Égypte, au XIXe siècle, des loges anglaises, françaises, italiennes, qui côtoyaient également des loges allemandes et grecques. Dans la Grande Syrie, alors je parle de la Grande Syrie parce que à cette époque-là, elle comprenait encore le Liban. Vous savez que le Liban constitue un pays à part aujourd'hui. La Grande Loge d'Écosse et le Grand Orient de France créèrent des loges respectivement en 1862 et 1869. Le Liban s'annonça rapidement comme une terre propice à la diversification des obédiences. Ce fut au cours de la même décennie que les Grands Orients d'Italie et de France établirent les premières loges à Damas. Des loges françaises, donc, s'installèrent dans les protectorats de Tunisie et du Maroc. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Au Maroc, par exemple, Tanger accueillit des loges françaises et espagnoles dans les dernières décennies du XIXe siècle, alors que ces deux États européens mettaient vraiment une pression forte sur le plan économique sur ce pays. Quant à la Libye, le Grand Orient d'Italie y prit pied à Tripoli dans la foulée de la conquête italienne en 1911-1912. Bref, à la veille de la Première Guerre mondiale, au-delà du Maghreb dont j'ai parlé, les obédiences maçonniques originaires des principales puissances maritimes européennes étaient ancrées, fortement ancrées, dans les pays musulmans, dans le monde musulman. Les grands bouleversements vont arriver. Dans plusieurs loges d'Égypte et de Turquie, par exemple, alors que, quelque temps auparavant, le Coran côtoyait la Bible et même la Torah, la montée en puissance du radicalisme islamique, en rapport
vous vous en doutez, avec les problèmes de la Palestine, a modifié complètement la donne. Une franche hostilité a commencé à se répandre. Dans un livre paru en 1980, ces auteurs arabes parlent de la première fatwa antimaçonnique, dont l'auteur serait un certain Rachid Rida, considéré, là je les cite, comme un propagandiste de la résistance politico-culturelle de l'islam face à l'invasion occidentale. D'après ce Rachid Rida, la maçonnerie exercerait une influence déterminante dans les remue-ménages survenus en Europe depuis la Révolution française jusqu'aux autres révolutions dans d'autres pays, comme l'Empire ottoman, vous savez qu'il y a eu la Révolution ottomane de 1908, ou au Portugal avec la Révolution de 1910. Et parce que au Portugal, le nouveau gouvernement avait décrété la séparation de l'Église et de l'État, et ça choquait énormément les musulmans. Les premiers bénéficiaires, disait la fatwa, les premiers bénéficiaires de ces bouleversements ont été les Juifs. Le mode opératoire qui a été attribué à la franc-maçonnerie, c'est qu'elle préparerait l'initié à changer, je le cite là, la forme du gouvernement, à éliminer toute autorité religieuse par la révolution et les forces armées si nécessaire. Fin de citation. Ainsi a surgi, année après année, à partir du début du XXe siècle, en terre d'islam, le thème d'une maçonnerie conspiratrice accompagnée de la dénonciation de l'emprise des Juifs sur la maçonnerie. Rida mettait en fait en lumière le fameux complot judéo-maçonnique, une rengaine très à la mode dans l'Église catholique et dans l'Europe chrétienne depuis un certain nombre de temps. Était-ce un simple copier-coller, ou alors cela traduisait-il un anti-judaïsme, un anti-sionisme, voire un antisémitisme plus viscéral, trouvant sa source au cœur du Moyen-Orient? La question mérite d'être posée, je n'ai pas la réponse. En 1917, il y a eu la déclaration Balfour. La déclaration Balfour, du nom du secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, recommandait en Palestine la constitution d'un foyer national pour le peuple juif. Vous vous doutez que cette déclaration Balfour va choquer considérablement le monde musulman et va aggraver les choses. L'Angleterre n'était-elle pas la première puissance coloniale? N'était-elle pas ce pays dans lequel avait rayonné la franc-maçonnerie, où était née la franc-maçonnerie dans lequel elle avait rayonné? L'Angleterre n'avait-elle pas été, depuis le début du XIXe siècle, le premier et le principal foyer d'un sionisme-activisme, comme disaient les propagandistes islamiques de l'époque, en faveur d'une Palestine re-judaïsée? On assista à l'éclosion d'un ressentiment qui confina de plus en plus à la haine à l'encontre de la judéo-maçonnerie, comme elle était appelée, accusée de vouloir déstabiliser la Palestine et la purger de ses habitants arabes musulmans. Désormais, la question palestinienne tarauderait en permanence le monde musulman, car les lieux saints d'islam étaient susceptibles d'être également concernés. Après la Première Guerre mondiale, les puissances coloniales maintinrent leur emprise sur le Moyen-Orient. Une franc-maçonnerie d'obédience anglo-saxonne s'implanta même dans de nouveaux territoires comme l'Irak en 1917 et la Jordanie en 1923. Mais en Palestine, le contentieux arabo-juif brisa l'harmonie qui régnait dans les loges depuis 1873, année de la première implantation d'une loge à Jérusalem. En 1930, la mixité arabo-juive des loges de Palestine appartenait, et j'ai peur de dire définitivement, au passé. La décolonisation au lendemain de la Seconde Guerre, je ne parle pas de la Turquie parce que je crois que Roger va en parler, la décolonisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale accentua la lutte contre l'impérialisme et le sionisme, ainsi que l'éradication des vestiges de la colonisation. L'interdiction de la franc-maçonnerie participa de ce mouvement, entraînant la suppression de l'ordre dans de nombreux pays parce qu'il était mis au ban de l'islam. Nasser donna le ton, dans un premier temps, dès 1954. La fermeture des loges étrangères est décidée en 1954. Les loges égyptiennes vont pouvoir, vaille que vaille, continuer à travailler. Et finalement, 10 ans plus tard, elles sont elles aussi interdites.
La Tunisie suivit la même voie à partir de son indépendance en 1956, même si Bourguiba avait été très proche de la maçonnerie à un moment donné. La Constitution stipulait « La Tunisie est un État arabe de religion musulmane ». Elle fut réduite au silence définitivement en 1959. Coup sur coup, la Syrie, interdiction de la franc-maçonnerie en 1965, l'Irak en 1968, l'Algérie, j'en ai parlé, je n'y reviens pas, optèrent pour l'éradication des loges. En Libye, la chute du roi Idriss en 1969 et la prise de pouvoir par le colonel Kadhafi impliquèrent également, très rapidement, la fin de la franc-maçonnerie. Inutile de préciser qu'en Iran, alors qu'il y avait 50 loges, une cinquantaine de loges au milieu des années 70, on assista au même phénomène après le retour de l'ayatollah Khomeini et la publication de la République islamique d'Iran. À cela, bien sûr, il faut ajouter cette fatwa dont j'ai parlé et sur laquelle je ne reviendrai pas en 1978. Alors, est-ce que ça, et ça sera ma conclusion, est-ce que ça signifie que la maçonnerie n'existe plus du tout dans les pays musulmans du bassin méditerranéen? Pas vraiment, parce qu'en Turquie, la maçonnerie, mais Roger vraisemblablement le dira mieux que moi, la maçonnerie s'est reconstituée à partir de 1948, elle continue à vivre, vaille que vaille. Au Liban, il y a plusieurs obédiences maçonniques actuellement. En Jordanie, l'ex-roi Hussein de Jordanie était franc-maçon. Il fut même membre de la Grande Loge relevant de la Grande Loge unie d'Angleterre. Et enfin, le Maroc est un exemple parmi tant d'autres, puisque ce pays dont le souverain est quand même le commandeur des croyants, tolère la franc-maçonnerie. D'abord interdite en 1956, elle a refait surface une dizaine d'années après, sous la forme d'une association autochtone. Alors pour un pays qui me tient à cœur, et je terminerai là-dessus, qui est l'Algérie, il faut savoir que, bon, je l'ai dit tout à l'heure, la franc-maçonnerie n'existe plus du tout en Algérie, elle y est interdite. Il n'empêche qu'il y a de la part de nombreux Algériens une aspiration vers la franc-maçonnerie et que le Grand Orient de France en particulier a basculé la première loge, la loge historique, Bélisaire qui était à Alger, l'a basculé sur Marseille. Et cette loge est une loge d'union, de rencontre avec des Algériens qui souhaiteraient revenir vers les valeurs de la franc-maçonnerie. Peut-être un jour. L'espoir est permis, vous savez, nous disons avec nos formules de deuil, nous disons gémissons, gémissons, mais espérons, espérons qu'un jour nous puissions réunir les circonstances nécessaires pour la reconstitution de la maçonnerie en Algérie. Merci à tous. Merci Jackie. Alors d'abord, je voudrais bien excuser André Combe parce qu'il avait un problème d'horaire avec son avion, donc je suis venu à sa place. Je suis Ludovic Marcos, le conservateur du musée. J'avais aucune qualité particulière, à part quelques attaches méditerranéennes quand même, pour être là, mais je suis heureux d'être aux côtés de Jackie, de Roger et d'Adriane aussi, que je connais depuis quelques années. Je ne sais pas si c'est toi, Adriane, qui doit maintenant intervenir ou Roger. Je voudrais juste signaler que cette première loge Bélisaire, c'est le nom du général de Justinien qui avait reconquis sur les Vandales l'Afrique du Nord, donc au Moyen-Âge. On est quand même dans des références militaires quand même, avec Bélisaire. Donc je donne avec grand plaisir la parole à Adriane, qui a fini même en prison, Bélisaire. Il a mal fini. Il est fini très vieux, mais en prison. Mais enfin, bon, le sujet maintenant, c'est celui d'Adriane. On va surtout lui laisser. Je t'en prie, à toi. Merci beaucoup. J'allais mal commencer, pas mal finir, ça on le verra plus tard. J'allais mal commencer avec la question qu'on me pose très souvent quand je viens en France. Pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie en Espagne ne décolle pas? Mais après avoir écouté Jackie, je me pose toujours la question, avant de gémir, peut-être qu'il faudra être... mon voisin a parlé de protectorat britannique et français... au Maghreb, mais il a oublié l'espagnol. Il a oublié le protectorat espagnol qui était tout de même très important. Et avant de gémir, je dirais que l'autre jour, des frères francs-maçons marocains
se sont adressés à nous, à notre centre de recherche à Madrid, pour nous demander combien de Marocains il y avait dans les loges espagnoles au Maroc. Il faut reconnaître qu'il y avait des loges espagnoles au Maroc, plus d'une dizaine. Il y avait des loges espagnoles en Tunisie aussi. Il y avait des loges espagnoles en Turquie. Et au miracle, il y avait des loges espagnoles appartenant au Grand Orient espagnol aux États-Unis. C'était un peu l'expansion. Et après cette expansion, on peut se poser la question vraiment, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi la franc-maçonnerie ne décolle pas 30 ans après sa légalisation? Parler de l'époque de la dictature franquiste est trop simple. On a essayé de le faire une fois. Je pense qu'il y a quelque temps, j'ai parlé de cette période, de cette parenthèse historique, mais en disant qu'avant les 40 ans de dictature franquiste, il y a eu tout de même 200 ans d'antimaçonnisme de l'Église catholique en Espagne, et ça a laissé des traces. Donc on ne peut pas parler seulement des 40 ans de franquisme quand on parle de l'antimaçonnerie en Espagne, il faut parler de ces 250 ans de persécution de la franc-maçonnerie. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu cette expansion de la franc-maçonnerie à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et c'est dans ce contexte qu'on s'est posé des questions après. Je vais revenir sur l'époque de la guerre civile très brièvement. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je voulais seulement rappeler quelques petits faits, quelques petites données. Donc, on semble, ou plutôt, c'est pas que cela semble, les historiens disent qu'avant 1936, il y avait en Espagne entre 4 et 6 000 francs-maçons. On avait en tout cas le sentiment à l'époque que ces gens-là étaient beaucoup plus puissants qu'ils ne l'étaient et que les décisions prises par la République espagnole étaient des décisions qui étaient prises par la franc-maçonnerie. Bien sûr, cela est dû au fait qu'il y avait une opposition très forte des radicaux et surtout des éléments pro-fascistes et conservateurs contre la franc-maçonnerie, et que c'est dans ce contexte que le développement de la franc-maçonnerie a été toujours condamné. Condamné pourquoi? Condamné parce que les francs-maçons parlaient déjà dans les années 30 du siècle dernier de l'éducation gratuite, de la réforme agraire, de l'égalité de la femme et d'autres choses qui apparaissaient comme vraiment révolutionnaires à ce moment-là. On a eu aussi des problèmes avec les francs-maçons au gouvernement. Il y avait dans le gouvernement espagnol, le dernier gouvernement de la République espagnole, plus de 12 ministres qui étaient des francs-maçons. On avait aussi un tiers de membres du Congrès, donc du Parlement républicain, qui étaient des francs-maçons, qui étaient des initiés aussi. Ceci a provoqué des réactions très fortes de la part des éléments conservateurs. Et déjà en 1935, donc la dernière année avant l'éclatement de la guerre civile, un député indépendant a demandé au Congrès, donc au Parlement, que les militaires ne puissent pas appartenir à la franc-maçonnerie. Et il était en train de dénoncer avec ça la présence de plusieurs généraux dans l'état-major de l'armée espagnole. Ces généraux ont été écartés. On avait nommé à leur place un jeune général appelé Francisco Franco. Et avec lui, les déplorations de l'armée ont continué. Ça peut vous expliquer un peu comment on est arrivé en 1936, après le soulèvement militaire, à cette répression de la franc-maçonnerie, cette répression qui a duré pratiquement jusqu'à la mort de Franco, quelques années après la mort de Franco, parce que la franc-maçonnerie n'a pas été légalisée juste après la mort du dictateur. Ça a pris quelques années pour qu'on arrive là-bas. En tout cas, il faut aussi reconnaître, et ça je rappelle un petit détail, on parlait avant de 4 à 6 000 initiés en Espagne pendant la République. Il y a eu plus de 11 000 dénonciations pour franc-maçonnerie devant les tribunaux d'exécution espagnols. Avec ça, on est arrivé à
la loi qui condamnait pas seulement le judéo-maçonnisme, mais le judéo-maçonnisme et communisme, étant donné qu'en Espagne, on mettait dans le même sac les juifs, les maçons et les communistes. C'était un peu le cheval de bataille de la propagande nazie aussi. Donc les nazis ont fait exactement la même chose. Franco n'a pas inventé quoi que ce soit. Il ne faisait que traduire de l'allemand de la propagande nazie, et il a fait apparaître donc cet élément. Il a enlevé les juifs de cet slogan de la ferme. Bon, on continue avec notre chanson, ça va. Donc je disais que Franco avait éliminé les juifs disons, de ce mantra qu'il avait donné, le judéo-maçonnisme, communisme, parce que semble-t-il, non, il ne semble pas, c'est un fait éprouvé, le soulèvement franquiste avait été financé par une banque juive de Tanger, Los Parientes. Ceci dit, on avait parlé de l'exil, je peux en revenir plus tard, de l'exil maçonnique, surtout en France et en Belgique, et après les années 40, fin des années 40 en Amérique latine. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? En Espagne, il se passe que les premières loges vont apparaître avant la mort de Franco, quelques années avant, et il y a surtout les francs-maçons, des frères belges français qui sont venus pour ouvrir les loges clandestines en Espagne. Ceci se passait du côté de Barcelone et de Castellón, et puis d'autres loges ont été ouvertes du côté de Madrid. Toutefois, la légalisation de la franc-maçonnerie n'intervient que le 28 novembre 1977. C'est la Grande Loge nationale française qui donne les premières patentes aux loges espagnoles. Il y a 2 loges du côté de Catalogne, San Juan de Catalogne, une loge à Barcelone, et une 3e loge qui est ouverte à Madrid, Concordia, qui malheureusement vient d'abattre Colonne il y a environ 2 ou 3 semaines. Le panorama est assez difficile. On a demandé aux Français de faire le travail préliminaire pour la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui n'a pas reconnu la franc-maçonnerie espagnole au début, dans les premières années. Il faut reconnaître qu'au moment où cette franc-maçonnerie est reconnue, elle est reconnue à Gibraltar par des membres de la Grande Loge Unie d'Angleterre qui ont fait venir les francs-maçons espagnols de Madrid et de Barcelone pour être bénis sur le territoire anglais. C'est une chose dont on a un peu parlé, il faudra qu'on réécrive un peu cette histoire. Cette franc-maçonnerie décolle très lentement. Ça veut dire que depuis le début, on se pose la question de savoir qui vont être les membres de cette nouvelle maçonnerie, de cette obédience qui s'est créée, qui est la Grande Loge d'Espagne, une obédience qui est sur la rite anglaise, bien qu'elle soit organisée par une obédience française, une obédience qui jusqu'à nos jours répond pratiquement toujours aux demandes et aux exigences de Londres. On parle des autres obédiences, donc 3 ans après la création de la Grande Loge d'Espagne, il arrive une scission. De cette scission, il y a une nouvelle obédience qui est née, la Grande Loge symbolique espagnole. La Grande Loge symbolique espagnole, qui est une loge beaucoup plus libérale, qui se trouve plutôt sur une orbite, disons, plus proche, plus au Grand Orient et surtout au Grand Orient de France. Nous avons essayé de voir avec les frères de cette obédience, donc les frères, surtout les Français et les Belges qui ont aidé à la création de cette obédience, quelle était son histoire. Je pense que c'est une histoire à
écrire ou à écrire parce que rien n'a été fait jusqu'à maintenant. D'autre part, il y a une tradition fédéraliste en Espagne qui fait qu'on trouve maintenant 18 grandes loges sur le territoire espagnol pour une population maçonnique, pour l'appeler d'une certaine façon, de 4600 initiés. 4600 initiés et 18 loges, grandes loges, on se demande parfois qu'est-ce que ça peut donner. Et c'est là où je viens à la question qu'on me pose très souvent quand je viens en France, pourquoi est-ce que cela ne décolle pas? On a bien sûr le problème de cette tradition anti-maçonnique de 250 ans dont j'avais parlé avant. On a aussi le problème disons, de peur que ça provoque encore aujourd'hui de dire en Espagne qu'on est franc-maçon. Ça existe et ça existe toujours. Et on a aussi une chose très espagnole, le personnalisme. Pour dire qu'il y a 18 grands maîtres en ce moment en Espagne pour 4600 francs-maçons, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas plus de généraux que de soldats. Mais enfin, ça, c'est déjà une autre histoire, je ne vais pas rentrer là-dessus. Je suis sûr qu'il y a des questions là-dessus. Où en est-on maintenant? Je pense qu'il est important de savoir que les loges, les grandes loges libérales ont créé un mouvement, un groupement plutôt, qui s'appelle l'Espace maçonnique espagnol, EME. Et dans cet espace, il y a plusieurs obédiences. Il y a la Grande Loge symbolique, il y a le Grand Orient de France, la Grande Loge féminine et le droit humain. Des nouveaux venus dans cette famille, probablement il y aura des surprises d'ici quelques mois. On s'attend à ce qu'il y ait d'autres obédiences qui arrivent à joindre ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Grande Loge d'Espagne? On retrouve, et pour ceux qui ont écouté les grands maîtres avant, on retrouve la mise en question de l'idée de la franc-maçonnerie. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se renouveler? Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'actualiser un peu nos idéaux, ce qu'on a eu pendant presque 300 ans et qui, semble-t-il, n'attire pas ou plus les jeunes? Je me pose la question, j'ai posé la question dans une des publications qu'on a sorties il y a 2 ans, et je suis arrivé à la conclusion que la plupart des grandes loges de par le monde, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Amérique latine, se posent toujours la même question. Faut-il innover? Faut-il mettre à jour nos idées, nos idéaux pour que les jeunes trouvent ce qu'ils cherchent dans la franc-maçonnerie? Personnellement, je ne me plains pas, je pense que j'ai trouvé, mais vous comprenez, à mon âge, c'est un peu difficile de ne pas avoir trouvé. Mais je pense surtout à ces nouvelles générations qui sont là, et je pense à ces nouvelles générations qui viennent vers la franc-maçonnerie en cherchant quelque chose et qui doivent trouver chez nous ce qu'ils cherchent exactement. Le temps des affrontements idéologiques est fini. Les religions, elles ne seront plus à la mode. Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir aux jeunes? Je me pose la question et je vous pose la question. Merci beaucoup. Merci, Adrian. Alors, on était un peu inquiet en France parce qu'il y a un incontestable morcellement obédientiel, vous l'avez peut-être constaté, là, depuis la fin du centre de l'Union à la fin du 19e siècle. Ben, finalement, on voit que les armées, pas mexicaines, mais espagnoles, peuvent faire mieux encore. Bon, enfin, Jackie, tu voulais rajouter un tout petit mot? Oui, je te laisse la parole une juste, seconde. mais 30 secondes, si le permet. Juste sur un point qu'a développé Adrian tout à l'heure. J'ai demandé d'ailleurs, j'ai emprunté mon propre livre parce que c'est l'histoire de celui qui n'a pas forcément le matériel avec lui, hein, et pour vous lire sur un point qu'a développé Adrian, ce que déclarait le frère González,
qui était invité, qui était représentant du Grand Orient d'Espagne au congrès d'Oran le 16 avril 1938. Je lis simplement un petit passage que je n'avais pas en tête et que je veux vous livrer. Voilà ce qu'il disait en 1938. Que si nous ne nous défendons pas d'une manière plus efficace, vous, maçons français, vous allez subir le même sort que nos malheureux frères d'Italie, du Portugal, de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Espagne. Car les ennemis de votre pays vous appliqueront le moment venu les mêmes procédés de persécution et d'extermination qu'ils ont l'habitude d'appliquer partout. Avouez que ce frère était un visionnaire. Merci. Dans le sillage de ce qu'a exprimé Adriane, et sans vouloir confisquer la parole, je voudrais dire qu'il y a quand même une vie éditoriale assez intéressante en Espagne, tout de même si le nombre de maçons et de maçonnes est modeste, et avec un certain nombre de publications, dont d'ailleurs celle dont tu es le responsable, au titre du CIEM à Madrid, donc autant le dire, et quelques autres. Celles et ceux qui sont intéressés, évidemment, pourront venir en parler à Adriane. Il vous informera. Il y a aussi de nombreux sites intéressants, hispanophones, à l'œuvre. Mon frère Roger, je te donne la parole bien volontiers pour parler, si j'ai bien compris, de l'espace maçonnique méditerranéen, hein, et pas seulement de la Turquie. Eh bien, je t'en prie. De l'Union, pardon. L'Union, c'est un nom effectivement un peu plus volontariste. L'Union maçonnique méditerranéenne. Bonjour mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour mes frères et sœurs. Je vais essayer de vous présenter l'actualité internationale dans le bassin méditerranéen aujourd'hui. Mais pour comprendre l'intérêt de l'Union maçonnique de la Méditerranée, quelques repères doivent être posés. Paul Valéry voyait en la Méditerranée une véritable machine à fabriquer de la civilisation. L'héritage antique, l'héritage médiéval des civilisations méditerranéennes est présent dans nos institutions comme dans notre spiritualité. Dans cet espace de peuples belliqueux, d'instabilité, l'héritage abrahamique des trois grandes religions monothéistes a contribué à diviser l'espace et les sociétés en de multiples communautés identitaires, tout en générant de la culture et de l'universel. Le sociologue marocain Fawzi Skali a défini les traits culturels majeurs et communs à l'espace méditerranéen. D'abord, l'esprit de chevalerie. L'homme méditerranéen est d'abord un esprit libre, certes soucieux de se conformer aux règles de sa communauté, dont il porte et transmet les valeurs, mais capable de rébellion lorsqu'il pense qu'elle n'est pas dans son droit ou qu'elle lui semble devenir une force d'oppression. Le deuxième trait, c'est une recherche spirituelle permanente, symbolisée par l'image sublimée de la femme, qu'on appelle Isis, Marie ou Leila, peu importe. Cette image conduisant à un dialogue entre la condition humaine et l'aspiration à la transcendance. Ces traits culturels donnent à espérer qu'un jour, la Méditerranée redeviendra un espace de paix, d'échange et de tolérance dans une vie harmonieuse. Enfin, je vais me livrer un très rapide survol de l'histoire de la franc-maçonnerie dans le bassin oriental entre 1730 et 1990, ce qui me semble inévitable, mais je ne pense pas que j'aurai le temps d'apporter toutes les indications historiques que tu pensais. Je le ferai le cas échéant après. La franc-maçonnerie a été introduite dès le XVIIIe siècle, d'abord dans le nord occidental du bassin méditerranéen, puis à partir des grands ports qui étaient Gênes, Marseille, Naples. Les premières loges, le plus souvent constituées par des étrangers, s'établirent dans les ports de l'Empire ottoman où ils recrutèrent surtout des chrétiens. Ceci explique que dès 1748, une décision d'interdiction est prise par le sultan en conformité avec la bulle pontificale de condamnation in eminenti, 10 ans plus tard. Jusqu'au XIXe siècle, on ne peut dire que la franc-maçonnerie se développe fortement dans le bassin oriental dominé par la Sublime Porte.
mais la conquête de l'Égypte par Bonaparte va favoriser son implantation au Levant. Les loges se saisiront des idéaux de la Révolution française et travailleront à diffuser ces idées, d'autant que nombre de patriotes italiens, des Carbonari souvent, en exil, les fréquentent et propagent l'idée de nationalité. Elles vont se développer, attirer à elles de plus en plus de musulmans, prendre pour modèle les idées et les conceptions des obédiences occidentales, agissant tout d'abord comme des sociétés de bienfaisance, se donnant de grands bals, puis, après la guerre de Crimée, comme un creuset des idées nouvelles, particulièrement en Turquie, où les réformateurs politiques dont le futur Atatürk seront francs-maçons. Ce que je voudrais dire là, à ce sujet, c'est qu'il y a une période autour des années 1880 où le gouvernement turc est quasiment entièrement composé de francs-maçons sous la direction du sultan Abdulaziz. Qu'un sultan, Mourad, sera franc-maçon, il ne régnera que quelques mois, parce que quand on s'est aperçu qu'il était malade mental, c'est pas une conséquence de la franc-maçonnerie. Hein. Et donc, il sera remplacé par un sultan qui, lui, éliminera toute forme de maçonnerie. Mais après 1900, donc, retour des réformateurs politiques, dont le futur Atatürk qui a été initié franc-maçon. Depuis 1945, c'est pas grave, la renaissance des nationalités, les blessures laissées par la domination coloniale, la montée en puissance économique de certains États d'Afrique du Nord, la question israélo-palestinienne, le fondamentalisme religieux ont rendu délicates les relations internationales dans la région. Mais en 1995, l'idée qu'il doit être possible de faire en sorte qu'on revienne au travers de la coopération au concept Mare Nostrum a été avancée. Des négociations sont ouvertes entre le Nord et le Sud afin de promouvoir dans l'espace méditerranéen une collaboration dans les domaines de la sécurité, du développement et de la culture. En 2008, le gouvernement français propose la création d'une Union pour la Méditerranée, qu'on appelle l'UPM, devant à terme aboutir à l'intégration régionale euro-méditerranéenne dans les domaines économiques, écologiques et humains. Le processus de Barcelone semblait ouvrir la porte à une ère nouvelle, la difficulté importante d'en prendre en compte étant de fédérer 23 États dans un projet commun. On sait que, malheureusement, la crise financière n'a permis que d'avancer sur certains aspects économiques, mais pas sur les problèmes humains. Lampedusa nous le rappelle très souvent. En fait, l'Union pour la Méditerranée reste une coquille vide. Cependant, cette volonté de rassembler les peuples, les hommes et les femmes, dans un idéal de progrès, notamment démocratique, 12 obédiences maçonniques, rejointes plus tard par 3 autres, regroupées dans l'Union maçonnique de la Méditerranée, l'ont fait leur en l'an 2000. L'idéal maçonnique d'une société humaine, éclairée, vivant sur toute la terre dans l'harmonie, composée de sociétés fraternelles, ne pouvait qu'être interpellé par la volonté politique de transformer les relations autour de la Méditerranée. En 1997, la Grande Loge des Cèdres du Liban proposa le projet d'une union instituant un dialogue permanent entre ses membres, dialogue orienté tout autant sur une meilleure connaissance des rites et rituels particuliers à chaque obédience que vers une réflexion sur les grands enjeux sociétaux, politiques, humanistes se posant à l'espace méditerranéen. Utiliser les outils maçonniques pour faire connaître son point de vue, le confronter sereinement à celui des autres, dégager des idées forces à même de faire progresser les situations examinées, tel est l'enjeu de cette union. Très vite, l'Union maçonnique de la Méditerranée, dont le premier nom fut la chaîne d'union initiatique et culturelle de la Méditerranée, se constitua sur la base d'un texte simple, posant les fondements du projet. 4 objectifs ont été définis. Premier, sauvegarde et développement de la culture et de l'histoire initiatique méditerranéenne. Deuxième,
diffusion de la maçonnerie d'inspiration méditerranéenne. Troisième, étude des problèmes actuels relatifs à chaque pays. Quatrième, défense des obédiences signataires en cas d'éventuelles difficultés dans leur pays pour l'affirmation de leur appartenance maçonnique. Pour être membre de cette union, les obédiences maçonniques doivent tout d'abord travailler dans des pays riverains de la Méditerranée ou être acceptées en raison de leur appartenance historique à l'espace méditerranéen, ce qui est le cas du Portugal. La deuxième condition exigée est d'être une obédience libérale et adogmatique, ce qui veut tout simplement dire que la liberté absolue de conscience est la règle pour tous et qu'elle fonctionne démocratiquement. 8 pays sur 23 ont des obédiences appartenant à l'Union maçonnique méditerranéenne. Ce sont la France, avec le Grand Orient de France, la Fédération française du droit humain, la Grande Loge féminine de France. L'Italie, avec la Grande Loge d'Italie, la Grande Loge maçonnique féminine d'Italie. La Grèce, avec l'Ordre maçonnique international Delphi et le Sérénissime Grand Orient grec. La Turquie, avec la Grande Loge libérale de Turquie. Le Liban, avec la Grande Loge des Cèdres, la Grande Loge centrale du Liban, la Grande Loge unie du Liban. L'Espagne, avec la Grande Loge symbolique espagnole. Le Portugal, avec le Grand Orient lusitanien, la Grande Loge féminine du Portugal. Et enfin le Maroc, avec la Grande Loge du Maroc. Comment fonctionne matériellement cette organisation dont la Grande Loge d'Italie a la charge du secrétariat permanent? Chaque année, un membre de l'Union organise sur son territoire, dans une ville maritime, une rencontre sur un terme déterminé à l'issue de la réunion précédente. Cette rencontre prend la forme d'un colloque public dans lequel chaque obédience, par la voix de son représentant, présente son analyse du thème. Je voudrais insister sur cette procédure de déclaration publique. On dit que la franc-maçonnerie travaille dans le secret. On voit bien, par cet exemple, que si elle élabore ses propositions dans le silence des loges, une fois sa pensée construite, elle la communique à tous les contemporains. Alors je précise aussi que la langue de travail de l'Union maçonnique méditerranéenne est le français. Ces obédiences n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. C'est pourquoi les premiers travaux portèrent essentiellement sur des problèmes de rite pour faire mieux connaissance, ce qui permit par la suite d'aborder de façon très constructive les problèmes sociétaux. La richesse de la réflexion dans l'Union maçonnique de la Méditerranée vient de la juxtaposition d'analyses différentes, à partir de points d'observation différents. Les productions contribuent toutes à une approche fondamentalement humaniste des problèmes, ce qui veut dire que ce sont les problèmes relatifs au respect de la personne humaine, à sa liberté, à sa dignité, à son intégrité, à son droit au bonheur, à ses devoirs de citoyen et d'homme ou de femme, qui fondent les propositions exposées dans les rencontres. Elle situe l'action de la franc-maçonnerie comme celle d'une force de réflexion et de proposition aux difficultés des sociétés méditerranéennes. Je voudrais vous donner rapidement quelques exemples de ces thèmes après les premières années essentiellement consacrées à l'élaboration du texte de l'Union et d'une meilleure connaissance réciproque. En 2003, à Beyrouth, la franc-maçonnerie, point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. En 2006, à Athènes, obstacle culturel à la création d'un espace communautaire en Méditerranée. En 2008, à Marseille, un engagement de la franc-maçonnerie, la recherche du chemin vers la paix dans le bassin méditerranéen. En 2009, à Venise, dans le contexte actuel d'une crise morale et économique, quel message adresser aux nouvelles générations? En 2011, à Montpellier, l'émergence d'une nouvelle gouvernance mondiale à travers les valeurs de la franc-maçonnerie adogmatique et libérale. En 2012, à Lisbonne, les défis démocratiques dans la Méditerranée. En 2013, à Tanger, quel projet maçonnique dans le bassin méditerranéen pour retrouver le bien-être humain? La prochaine rencontre aura lieu en 2014 à Istanbul et aura pour thème de travail « Droits de l'homme et liberté absolue de conscience dans la culture méditerranéenne ». Comme on le constate, il s'agit toujours d'apporter sa pierre à l'édification d'une société plurinationale fondée sur des valeurs communes.
Cette réflexion se développe alors que le bassin méditerranéen est particulièrement touché par la crise économique, en Turquie entre 2001 et 2007, en Grèce, en Espagne, au Portugal depuis 2009, et l'Italie et la France qui sont toujours en difficulté, et que les printemps arabes ont provoqué des conflits internes opposant partisans d'un projet politique se référant à la loi islamique et partisans d'une démocratie à l'occidentale, c'est le cas en Égypte, en Tunisie et en Turquie. Et que des conflits armés ensanglantent aujourd'hui encore la Libye et la Syrie. Ces situations ont sensiblement orienté les travaux de l'Union maçonnique méditerranéenne et les propositions se complètent pour donner force et vigueur à des prises de position humanistes sur lesquelles on peut noter quelques exigences. Parmi lesquelles on peut noter quelques exigences. La première, c'est reconnaître à la femme, dans tous les pays méditerranéens, un statut d'égalité avec l'homme dans tous les domaines, en harmonie avec son rôle structurant dans la famille et la société. Le second, établir partout, au-delà de la tolérance dont on connaît les limites dans les conflits, une laïcité politique garantissant à chaque individu une liberté absolue de conscience, le libérant des tutelles religieuses qui l'enferment dans certains pays. Le troisième, donner à travers l'éducation, la culture et la formation professionnelle des outils propres à permettre à la jeunesse de construire un avenir heureux. Quatrièmement, favoriser les échanges, les contacts, la libre circulation des personnes afin d'œuvrer à la paix par une meilleure connaissance de soi et des autres. Développer les systèmes démocratiques en laissant aux citoyens de chaque État le soin de fixer les règles de sa société. Et enfin, favoriser la croissance et l'accompagner d'une juste répartition des richesses produites. Il est temps de conclure. Je reviendrai sur les propos que je tenais au début de mon intervention. L'Union maçonnique pour la Méditerranée, au-delà de son caractère maçonnique, est l'exemple d'une action unitaire internationale fondée sur des valeurs communes, alors même que l'histoire a jeté dans le passé les peuples dans des guerres sanglantes. Et je pense que ce qui permet à cette union d'être aussi exemplaire et performante, c'est que les traits culturels méditerranéens fondamentaux s'y retrouvent. L'esprit chevaleresque rassemble ces hommes et ces femmes au-delà des différences de leur vie quotidienne, de leurs engagements sociaux, de leur histoire nationale, parce que tous pensent qu'il faut aller au-delà des intérêts de leur société propre pour construire ensemble un monde pacifique plus juste, plus harmonieux, donnant à chacun sa chance de bonheur. Et cette action est soutenue par une volonté de transcendance, de recherche d'absolu, sans laquelle la vie ne serait que matérielle et physique, alors que seule la sagesse, la force de l'amour et la beauté de l'entreprise peuvent permettre à l'espérance de voir se réaliser la fraternité universelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un exposé très structuré et puis prometteur d'ailleurs. On va se mettre en place quand même des bornes, des balises même, il faudrait dire, tout à fait encourageantes pour l'avenir de ce grand espace de civilisation et de tolérance en principe. Alors donc, nous avons jusqu'à 18h un temps d'expression qui est à vous. Hein, en tout cas, pour au moins donner rapidement des questions et éventuellement quelques réflexions. Et les intervenants y répondront au mieux. Je demande vraiment aux uns aux autres d'être concis, s'il vous plaît, de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent intervenir. Il y a une personne là-bas qui demande la parole déjà, et ensuite une femme demande également la parole. Parce que je constate que pour la troisième fois dans la journée, à chaque fois les tribunes sont exclusivement masculines. Mais une question pour Jackie. Tu as fait référence au transfert d'une petite partie d'archives de Tlemcen à Montrégeau. Oui. Et que s'est-il passé sur les archives restantes d'une façon générale dans l'Orient d'Algérie? Et les archives, est-ce qu'on a les traces des archives égyptiennes, des archives libyennes ou tunisiennes ou ailleurs? Question pour Jackie et une question à Roger. J'en profite de l'occasion. On ne parle jamais de l'Orient d'Israël. Y a-t-il une activité maçonnique en Israël? Tu n'as pas fait référence dans tes
rappel de cette union maçonnique méditerranéenne. Merci. Oui, sur l'Algérie d'abord. Les archives d'Algérie, elles ont subi des sorts divers et variés. En 1962, au moment de la grande migration, du grand départ, beaucoup d'archives ont été détruites sur place par les frères qui partaient et qui n'ont pas voulu. Ce sont des pertes irréparables pour les chercheurs. Des archives ont été quand même amenées en métropole, comme on disait à l'époque. Bon, j'ai cité simplement le cas de la loge de Tlemcen avec Montrégeau, mais je pourrais citer, dans mon livre d'ailleurs, je raconte l'histoire d'archives qui ont été trouvées, 250 kilos quand même, pas n'importe quoi, 250 kilos d'archives d'Algérie, des loges d'Algérie qui ont été trouvées dans un garage à Marseille et que Irène Mengui a fait remonter sur le Grand Orient de France et elles sont actuellement rue Cadet en attente d'être dépouillées. J'avoue, Irène m'a demandé si je voulais m'atteler à ce travail, mais il faut être parisien, parce qu'il y a des semaines, sinon des mois de travail. Voilà. Il y a effectivement... Alors, c'est une histoire extraordinaire, cette histoire des 250 kilos, parce que un frère qui a acheté une maison a trouvé au fond du garage des vieux cartons pourris par l'humidité. Il a eu l'intelligence de les ouvrir et pas de les jeter. Et là-dedans, il s'est rendu compte que c'était des livres d'architecture, des loges de Bonn, de Philippeville, de Guelma, etc., etc. Donc, j'utilise les anciens noms, mais aujourd'hui, c'est Annaba, c'est Skikda, etc. Bon, on a un double problème par rapport aux archives des loges d'Algérie. C'est d'une part que nous sommes sûrs qu'il y a encore des archives dans la nature. Je prends pour témoin simplement, et je ne serai pas trop long, Ludovic. J'étais à Annecy il y a quelque temps, et on m'a dit, mais il y a un vieux frère là qui vient d'Alger, qui a quelque chose d'important. Il faut que tu ailles voir. Je suis allé le voir, ce frère, qui est très âgé, qui a près de 90 ans. Il a, chez lui, il a eu le mérite de les ramener. Il a tous les documents constitutifs de la première loge d'Algérie, Bélisaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, les patentes de 1832. Il les a chez lui. Je lui ai dit, écoute, ça devrait être au musée du Grand Orient. Et il m'a dit, ça, jamais. De mon vivant, elles resteront toujours chez moi. Voilà. On a aussi ce type de problème. Mais on a, je reviens à ce que je disais pour les archives récupérées à Marseille et puis ailleurs aussi. Je vous signale que quand j'ai fait ce livre, il y a des frères, des sœurs qui ont appris que je travaillais là-dessus et qui spontanément m'ont envoyé des archives, des documents. J'ai récupéré par exemple le dernier registre d'architecture de la loge d'Oran. Je l'ai, il se termine brutalement. Et je vais le donner au Grand Orient de France. Merci d'avance d'ailleurs. Bon, je redonne la parole à Jackie. Très rapidement au passage, on avait quand même aussi des archives importantes au Grand Orient de France depuis cette époque-là, notamment d'ailleurs de l'Union africaine, puisque tu en parles à l'instant en filigrane, dans l'horloge d'Oran. Et on a fait un travail assez important aussi pour réhabiliter, retrouver les sceaux, les empreintes des sceaux, des différents sceaux. Et donc à l'heure actuelle, on a à peu près 35 à 40 médailles de loge qu'on a pu reconstituer. On essaye de faire tout un travail de mémoire. Quand je dis on, ça concerne surtout Pierre Mollier, Irène Mengui, les gens de ce secteur de notre mémoire. Pour Israël aussi, avant que j'oublie, il y a eu longtemps une loge qui était à Jérusalem, avec laquelle le Grand Orient de France a été obligé a eu un conflit, a fait tomber les colonnes, comme on dit en Espagne, et donc la loge qui a été remise en place, la condition c'est qu'elle accueille aussi bien des Israéliens juifs que les Palestiniens. C'est une condition absolue pour le Grand Orient de France pour reconnaître une loge en Israël. Il me semble que c'est la moindre des choses. Bon, on ne va pas faire la liste de toutes les obédiences qui ont des loges en Israël, puisque nous en avons 2, donc on va continuer la liste. Simplement,
Pourquoi Israël n'est pas dans l'Union maçonnique méditerranéenne? Tout simplement parce qu'aucune obédience israélienne ne l'a demandé. La procédure est très simple, il faut faire la demande, venir en observateur à une des réunions de l'Union maçonnique méditerranéenne, poser sa candidature et en général, elle est acceptée. C'est la procédure qu'a suivie la Grande Loge féminine de France, la Fédération française du droit humain, la Grande Loge du Maroc, lorsqu'ils ont voulu appartenir à cette union. Donc il n'y a pas d'exclusive, il n'y a pas du tout d'exclusion, il y a simplement que la démarche doit venir naturellement des loges d'Israël. La parole circule, je vous en prie, ou je t'en prie. D'abord pour Jackie, il a parlé de 45% de militaires, 25% de commerçants et autres métiers dans les premières... voilà. Je voulais savoir si le monde rural était représenté aussi. Après, pour Adriane, je voulais savoir si la faiblesse, entre guillemets, de la maçonnerie en Espagne aujourd'hui n'est pas due aussi au poids de l'Église encore. On voit combien elle joue, par exemple, il est probable qu'une nouvelle loi sur l'avortement complètement rétrograde soit votée prochainement ou autre. Et apparemment, l'Église joue encore un poids. Et je voulais savoir si, dans l'actualité, les conflits actuels avec Gibraltar ne compliquent pas aussi les choses pour la maçonnerie espagnole. Voilà, merci. Alors, soyez concis. La passion est une chose, mais la concision est quand même nécessaire. Tu as raison, c'est une passion. Bon, simplement, pour répondre rapidement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était au tout début, c'était en 1834 et 1835. Et on se rend compte, il y a 2 temps, dans la sociologie de la franc-maçonnerie en Algérie, il y a 2 temps. Il y a ce premier temps où il y a des militaires, puisque la plupart des loges sont créées par des militaires. On y voit y rentrer des grands négociants, on y voit rentrer des grands commerçants, etc. Et progressivement, les militaires vont s'effacer. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres théâtres d'opération, les régiments, ça bouge, etc. Et ils sont rappelés en métropole. Donc, il y a, pratiquement à partir de 1850, les militaires ne représentent plus que 5 à 10% de la présence des frères dans les loges. Mais, surtout le deuxième... Alors, c'est une composition sociologique, notamment dans les loges du Grand Orient de France, qui est quand même une présence sociologique assez importante sociologiquement. Ce sont des grands journalistes, ce sont des patrons de presse, ce sont des colons, etc. Les choses vont changer beaucoup dans les années 70, entendez, 1870, où l'on va voir rentrer dans les loges d'Algérie de plus en plus, comme on disait à l'époque, de petites gens, d'artisans, de commerçants, d'ouvriers, qui vont changer complètement la sociologie de la franc-maçonnerie en Algérie. Si bien qu'à la fin du siècle, entendez le 19e siècle, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au tout début. En 70 ans, elle change totalement. Oui, concernant le poids de l'Église en Espagne, oui, il est vrai qu'après plus de 200 ans de propagande antimaçonnique, le poids, il est là. Disons, les réflexes de la société espagnole sont toujours les mêmes. Ah, ils ne peuvent pas être des bons gens puisque c'est des francs-maçons. Ça, là, je pense que l'Église a eu plus de poids que l'argumentation du temps de Franco. Le fait qu'il y a des lois qui vont passer ou qui ne vont pas passer concernant nous espérons qu'elles ne passent pas. Concernant l'avortement et tout ça, oui, on voit un peu, disons, qu'on est en train de rétrocéder dans l'histoire, on est en train de revenir au bon vieux temps où les bons gens ne pensaient pas comme ça, voire comme les francs-maçons, mais je ne suis pas tellement pessimiste. Je pense qu'on va surmonter ça aussi. Ce qui concerne Gibraltar, non, je ne crois pas.
je ne crois pas que ça puisse avoir une influence quelconque. Il y a une vieille tradition de mépris de la franc-maçonnerie espagnole de la part de la Grande Loge Unie d'Angleterre. On peut trouver dans les archives anglaises des documents très intéressants concernant la franc-maçonnerie espagnole qui ont été traités comme si de rien n'était. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Je pense que on devrait parler ça dans une autre table ronde. Alors, il y a 3 interventions, monsieur, derrière et ensuite vous. Je vous en prie. Essayez toujours d'être concis. Je souhaite simplement de compléter ce qui a été dit. D'une part, à propos de l'Espagne, même si la maçonnerie aujourd'hui a du mal à décoller, les Espagnols nous donnent un modèle, à savoir qu'ils ont étudié d'une manière systématique la maçonnerie de jadis. Et ils l'ont fait d'une manière universitaire. Depuis le décès de Ligou, vous voyez nos manques en France. Peut-être qu'il y a là quelque chose à imiter. Deuxième oubli, alors curieux, et l'Italie. L'Italie, c'est pourtant un pays méditerranéen, ça a été à peine esquissé. Or, la Grande Loge dont il a été question, la Grande Loge d'Italie, fait ces temps-ci des choses étonnantes. Évidemment, elle a une histoire limitée, elle est née en 1908. Elle a fait paraître des annales qui donnent année par année, vues par les maçons, l'histoire de leur pays et des obédiences. Elle va même jusqu'à donner l'implantation de toutes ces loges avec la date de création. Je pense que nous avons à imiter certains détails de la vie espagnole ou de la vie italienne en France pour que la maçonnerie soit connue, pas seulement celle du passé, celle d'aujourd'hui. Merci. La parole circule alors derrière et ensuite devant. La Grande Loge d'Italie est mixte, il faut le préciser, ça n'a rien à voir avec le terme de Grande Loge qu'on trouve dans d'autres pays. Alors qu'évidemment, le Grand Orient d'Italie, par contre, est l'équivalent de la Grande Loge nationale de France. Donc, à chaque fois, il faudrait rendre un contexte. Je vous en prie. Oui, merci. Une première question pour Jackie Bénat et une seconde pour Roger Bruni. Parmi toutes ces loges qui ont été montées en Afrique du Nord au XIXe et au XXe siècle, quelle était la proportion des autochtones qui étaient présents? Est-ce qu'il y en avait? Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Voilà, première question. Deuxième question, sur l'Union maçonnique de Méditerranée, est-il possible d'être au courant des travaux qui sont produits? Et si oui, de quelle façon? Oui, ils ont été abordés dans leur thématique, en tout cas, tout à l'heure. Prenez la parole, s'il vous plaît, aussi, et les intervenants répondront ensemble. Ça me semble plus efficace pour le coup, là. Il nous reste 10 minutes. Oui, très rapidement, vous avez parlé en passant de la maçonnerie en Turquie. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'elle était florissante à l'époque d'Atatürk et de la République laïque. Qu'en est-il avec l'évolution, l'islamisation, les entraves à la démocratie? Est-ce que les maçons réagissent ou bien est-ce qu'ils ont peut-être inquiété? Voilà. Alors, ne vous battez pas. Non, mais juste avant qu'on parle d'aujourd'hui, je voudrais dire, et je répondrai à la question sur les autochtones après, en Turquie. Alors, c'est pas parce que un maçon est à la tête de l'État que la maçonnerie n'est pas menacée, qu'elle ne risque pas de disparaître ou qu'elle ne disparaît pas. En Turquie, le fondateur de la Turquie moderne, pourtant Atatürk dont on parle, ferma toutes les loges le 13 octobre 1935, alors qu'il avait été membre de la loge maçonnique de Salonique, qui était sa ville natale. Atatürk a fait des tas de choses pour la Turquie, mais par rapport à la maçonnerie, problème. Il est le premier chef d'État laïque, c'est-à-dire au sens du non religieux, à avoir interdit la franc-maçonnerie dans un pays musulman. Alors, la franc-maçonnerie en Turquie actuellement, c'est 3 obédiences. C'est la Grande Loge de Turquie, qui est soutenue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, c'est-à-dire qu'elle est traditionnelle, elle repose sur la croyance en Dieu. Il y a la Grande Loge libérale de Turquie, qui a fait sécession de la Grande Loge de Turquie, et qui, elle, est adogmatique et libérale. Et si vous avez l'occasion, c'est une obédience masculine, mais qui reçoit les sœurs, au rite écossais
ancien est accepté. Et si vous avez l'occasion d'entrer dans le palais, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas, de cette obédience, vous y verrez en premier lieu une grande statue d'Atatürk, père de la laïcité, et pas loin la patente donnée par le Grand Orient de France à cette obédience. Et puis, récemment, il y a une grande loge féminine de Turquie qui vient d'apparaître et qui compte très peu de membres. Il y a peu de différence dans le fonctionnement des loges avec celles que nous connaissons. Pourtant, pour ceux qui sont maçons, je vais vous donner quelques petits détails qui vous feront peut-être sourire. Compte tenu du gouvernement actuel, qui est un gouvernement conservateur islamiste, les francs-maçons de Turquie ne se promènent pas avec leur décor. Donc, quand vous allez en tenue, vous trouvez sur les parvis le tablier de votre grade, le cordon le cas échéant, et vous le reposez après la tenue. Voilà, ça me rappelle un très vieux frère, Amoninho, qui est mort presque centenaire, un frère d'Afrique du Nord, d'Algérie, qui allait dans les tenues dans les années 60, après l'interdiction, même au début des années 70, avec une ficelle dans une poche et un mouchoir dans l'autre. La ficelle était le cordon et le mouchoir était le tablier. Je vais répondre à la première question, mais avant je voudrais dire que par rapport, je nous trouve un petit peu pessimiste à l'égard de l'Espagne ce soir, parce que si je considère simplement comme obédience le Grand Orient de France, il faut savoir que le Grand Orient de France a une douzaine de loges en Espagne actuellement. Ils viennent de se créer d'ailleurs, où elle doit se créer, je ne sais pas exactement, une loge à Malaga. Hein ? Voilà. Donc il y a des loges à Madrid, à Barcelone, à Alicante, que sais-je encore, je ne vais pas toutes les citer. Donc il semblerait que de ce côté-là, il y ait une certaine progression. Mais je reviens à la question qui m'a été posée à propos de l'Algérie. Problème pour les... Alors, les autochtones, moi je distinguerai les lettrés, les gens qui avaient une certaine formation, une certaine culture, etc., de la masse du peuple. La masse du peuple, vous vous en doutez, au XIXe siècle, du peuple algérien, était très loin de la franc-maçonnerie, très très loin. Les lettrés ont été dans un premier temps tentés par la franc-maçonnerie, pour différentes raisons, sur lesquelles je passe, et beaucoup d'entre eux se sont rapprochés de la maçonnerie. L'élément déclencheur, accélérateur, dirais-je, ça a été Abdelkader. Quand Abdelkader est initié, sur demande de la loge Henri IV de Paris, est initié par la loge Les Pyramides d'Alexandrie, c'est sûr que ça va être un exemple extrêmement attractif. Et de nombreux lettrés algériens vont demander leur entrée en maçonnerie. Ça se passe entre les années 1864 et 1870. L'année 1870 a été un coup d'arrêt brutal. Pourquoi ? Parce qu'il y a le décret Crémieux. Le décret Crémieux, qu'est-ce que c'est ? Il donnait la nationalité française immédiate aux 28 000 juifs d'Algérie. Et là, les Algériens n'ont pas compris, surtout parmi les intellectuels, n'ont pas compris pourquoi on donnait cette possibilité aux juifs d'Algérie et pourquoi on ne la donnait pas aux Algériens. Donc ça a été un premier coup d'arrêt. Le deuxième coup d'arrêt qui va éloigner les autochtones algériens de la maçonnerie, c'est 1877. À l'intérieur du Grand Orient de France, puisque je vous ai dit que c'était surtout, rappelez-vous des chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, en 1914, sur les 36 loges qui sont dans le Maghreb, qui existent dans le Maghreb et qui travaillent, il y en a 26 au Grand Orient de France. Or, en 1877, que décide le Grand Orient de France ? Il décide l'abandon de la croyance en l'immortalité de l'âme et de la référence au Gadlu. Comment peut-on rejeter le principe du Gadlu et admettre Allah ? Ça devient très difficile, voire impossible. Il n'empêche que, je vais terminer Ludovic, il n'empêche que jusqu'à la fin,
de cette maçonnerie, on trouve quand même des Algériens en maçonnerie, mais très peu. 1, 2, 3 par loge, pas plus. Merci. Je vais vous demander de conclure les uns après les autres maintenant rapidement. Et je rappelle que non seulement Abdelkader, mais les 4 fils d'Abdelkader ont été initiés au Grand Orient de France. Adriane, tu veux la parole peut-être et conclure, s'il te plaît? Oui, une précision concernant les autochtones. On nous a demandé, les frères marocains nous ont demandé il y a quelques semaines à savoir quel était le nombre des formations autochtones dans les loges espagnoles qui se trouvaient dans le protectorat. Les archives se trouvent en Espagne, à Salamanque. On a fait des recherches, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait plus de 30% d'autochtones dans les loges espagnoles. Ceci dit, et je reprends la parole de Jackie, si je suis pas tellement optimiste, pour ne pas dire pessimiste concernant l'Espagne, c'est parce qu'on est tout de même 4600. Qui est des obédiences qui ouvrent des loges en Espagne, je pense que c'est merveilleux, il faut le faire. Maintenant, si au lieu d'être 4600, on serait 6400, ça serait beaucoup mieux. Bien, Jackie, Roger, et après je donnerai Jackie. Simplement, moi je dirais que l'Union maçonnique méditerranéenne est actuellement un espoir dans la progression des idées dans l'espace méditerranéen, notamment par rapport au problème des femmes, puisque, comme vous le comprenez bien, les femmes sont fortement impliquées autour du bassin méditerranéen. Si on voit Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, etc. S'il y a des interdictions actuellement dans la plupart des pays du Maghreb, il faut quand même se souvenir que dans ces pays-là, il y a une tradition maçonnique. Il me souvient comme cela d'un coup d'une loge du droit humain d'Alexandrie à l'orient de Port Saïd qui s'appelait l'Istiklal, qui était une loge de langue arabe, et qui, en 1908, a publié un document montrant que l'on pouvait très facilement, en s'appuyant sur le Coran s'il le fallait, provoquer l'accession des femmes à l'égalité de l'homme. Donc, l'Union maçonnique méditerranéenne veut promouvoir un message d'espoir. Quelqu'un a demandé où on pouvait trouver les productions. Eh bien, le gros problème est celui-ci. En dehors de celles de Montpellier, qui ont été entièrement publiées, il est très difficile d'obtenir de la Grande Loge d'Italie, qui tient le secrétariat permanent, de bien vouloir diffuser les documents en français qu'elle détient. À ton tour. Je promets d'être très court. Oui, les printemps arabes, comme on les a appelés, ont nourri à un moment donné quelques espoirs. Mais l'arrivée très rapide, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, on a eu à un moment donné l'espoir de recréer une loge en Tunisie. Il y a eu une loge historiquement qui était très importante à Tunis, qui s'appelait Salambo. Hein, il y a eu à un moment donné, on a caressé l'espoir de recréer cette loge. Et puis patatras, vous savez, les islamistes sont arrivés au pouvoir aussi bien rapidement, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, et ces espoirs se sont trouvés rapidement effacés. Alors, et j'ai beaucoup, vous l'avez compris ce soir, j'ai beaucoup travaillé sur l'Algérie et sur l'histoire de la maçonnerie en Algérie. Je ne vais pas porter une conclusion. Quand je fais les conférences sur l'histoire de la maçonnerie en Algérie, je laisse la conclusion à un des derniers vénérables maîtres d'Algérie. Je vais vous lire ce qu'il a écrit avant de fermer la dernière loge d'Algérie, qui était la loge Hippone, à l'orient de Bonn ou à Naba, si vous voulez. Voilà ce qu'il écrivait. « Notre tâche ne sera achevée que lorsque le premier maillet sera tenu par un Algérien, que le Grand Orient d'Algérie aura vu le jour. À ce prix-là, seul n'aura pas été absolument perdu le message que le Grand Orient s'est efforcé depuis toujours de transmettre dans le monde des hommes. Ce qui semble impossible aujourd'hui pourra peut-être être la réalité de demain. » Merci. Nous avions convenu qu'on fermerait à 18h. C'est sur cette parole d'espoir que je vais vous laisser, en vous remerciant bien sûr de votre présence.
de ces paroles d'un vénérable de la terre de Saint-Augustin, à Dipône. Écoutez, pendant les travaux, la fête continue, bien sûr. Donc, vous êtes